On accueille sur le plateau de TV Finance Olivier Guillou. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Olivier Guillou, gérant chez Ecofi Investissement. Olivier, on se penche évidemment sur ce qui se passe sur ces marchés. On dirait qu'il y a une espèce d'euphorie retrouvée après un début, une rentrée assez timide où tout le monde était très prudent. On dirait que on a un appétit pour le risque qui revient en ce moment. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire une euphorie, je préfère le terme embellie, mais c'est vrai que on assiste, de notre point de vue, à une embellie conjoncturelle. Cette embellie conjoncturelle, en fait, elle fait suite à quelques mois d'été où on avait des points de blocage qui étaient de nature différente. Donc il y avait évidemment le risque géopolitique avec la Corée qui s'est manifesté, duquel on n'est pas sorti d'ailleurs, mais bon, de ce côté-là, je pense. On a l'impression que ça passe au second plan là quand même. Oui, on a un peu relayé ça au second plan parce que finalement, on voit bien que ça peut continuer un peu et puis finalement, on a quand même des indications sur le. On essaie de comprendre également ce qui se passe et on voit bien que. Il faut probablement le voir comme une action de défense du pays vis-à-vis du risque supposé des États-Unis. Nous, on ne milite pas pour un conflit armé, évidemment, mais on n'est pas à l'abri d'un accident sur des essais. Mais plus globalement, au-delà de la géopolitique, donc on a un souci avec la gouvernance aux États-Unis de Donald Trump. On a eu quelques avancées significatives récemment, notamment à l'occasion des cyclones, un relèvement de la dette, mais on en attend toujours plus, notamment sur la réforme fiscale qui est tant attendue et qui doit intervenir pour valider la valorisation. Ça fait partie justement de vos scénarios, cette réforme fiscale. On a l'impression que c'est l'Arlésienne maintenant, qu'il n'arrivera pas à la passer. Alors, on voit pour Donald Trump, il est plutôt pragmatique, il n'hésite pas d'ailleurs à tendre la main maintenant aux démocrates. Exactement. Est-ce que l'ouverture pourrait se faire de ce côté-là? On voit une solution arriver, mais on voit une solution à minima, c'est-à-dire avec moins d'ambition que ce qui était attendu au préalable. Mais on pense effectivement que Donald Trump ne peut pas faire l'économie de cette réforme et ça va être dans les prochaines semaines quelque chose qui va se mettre en place. Dans les facteurs nouveaux, selon nous, c'est vrai que ce n'est pas encore un mouvement très fort, mais on a des espérances par rapport à la parité euro-dollar. Donc c'est vrai qu'on a été un peu surpris en termes de vitesse et d'amplitude sur le mouvement de hausse de l'euro. On espère une consolidation par rapport à ça. Et donc on formule beaucoup d'espérances sur une appréciation à court terme du dollar qui finalement va nous aider pour nos marchés européens. Ouais, on rappelle 1,05 en début d'année, certains prévoyaient la parité 1 pour 1 et au contraire on a eu cette flambée à partir du début de l'été. C'est Mario Draghi qui a mis le feu aux poudres, il a dit les forces reflationnistes sont là. Finalement on n'a plus peur de la désinflation, au contraire. Et ça a propulsé l'euro face au dollar durant tout l'été. Là, on se stabilise, on le voit autour des 1,20. Est-ce que c'est un niveau satisfaisant, justement? Vous parlez des exportations européennes, ou est-ce que ça commence à être critique pour nous? L'avantage que ça a eu, même si de mon point de vue, la communication de Mario Draghi à Sintra était quelque chose de négatif, l'avantage que ça a eu, c'est finalement ça a permis de pallier un peu l'absence de réforme aux États-Unis, donc ça a soutenu le marché américain. Inversement, ou heureusement, je ne sais pas, nous, ça nous a amené une détente des taux en Europe à partir de la mi-juillet. Je crois que maintenant, les banques centrales vont reprendre la main, et donc il y a cette communication. Il y a eu des déceptions par rapport à la Banque centrale, à double titre, donc d'abord à Jackson Hole et puis en plus la semaine dernière. Donc là, on sait qu'il y a des attentes sur le mois d'octobre. La Fed, je pense qu'il n'y aura pas des décisions majeures. Le partage entre la communication, on va plutôt scruter ce qui est mis sur le tapering aux États-Unis. Donc ça va être important. Le tapering, c'est cette fameuse diminution des injections de liquidités. Alors la Fed a déjà arrêté, maintenant elle parle de diminuer son bilan. Oui. Énorme bilan de plus de 4 milliards de dollars. Donc la diminution du bilan, en fait, elle a une vertu, c'est qu'elle peut amener à pontifier la courbe des taux américaine. Et donc ça peut être un peu la méthode Coué, mais ça peut être un facteur indicatif favorable pour la conjoncture. Inversement, si on avait
un aplatissement fort de la courbe des taux, on pourrait imaginer que ce serait un signal conjoncturel négatif et donc ça précipiterait des événements sur les actifs risqués. Donc de notre point de vue, la stratégie de la Fed est plutôt favorable. La difficulté, c'est vraiment la parité euro-dollar et là-dessus, on verra en octobre que la communication va être difficile de la part de Mario Draghi pour effectivement ne pas axer sa communication sur un tapering trop fort qui serait de nature à invalider notre scénario de rebond à court terme du dollar. Justement, dans ce qui pourrait faciliter la tâche des banquiers centraux, c'est toujours pareil, une inflation qui remonte. On voit qu'elle reste malheureusement sous ces fameux 2% qu'attendent les banques centrales. On avait beaucoup placé l'espoir dans la remontée du pétrole. Là, on voit que le pétrole justement se stabilise autour des 50-55 $. Est-ce que ça pourrait être une variable d'ajustement? Finalement, on ne voit que non, puisque même si sur l'inflation globale, on a effectivement des incidences fortes du prix du pétrole. Je rappelle d'ailleurs que nous, on pense que le cours du pétrole ne va pas flamber. Il y a des marges de manœuvre avec des phénomènes de rappel, au premier rang la capacité de production des États-Unis. Et donc effectivement, la stratégie des banques centrales est une stratégie perdante par rapport à l'objectif de retour à l'inflation vers la cible de 2%. On le voit bien, même s'il y a un peu plus de volatilité sur l'inflation globale, ce qui est frappant, c'est le manque d'accroche sur l'inflation sous-jacente. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc du coup, je pense que la communication des banques centrales ne doit pas uniquement s'arc-bouter sur cette problématique des retours de l'inflation, puisqu'on voit bien que c'est un échec. Donc il faut aussi balancer par le fait des injections de liquidités ne créent pas des bulles sur les marchés et faire atterrir un peu les anticipations et faire remonter le niveau des taux d'intérêt à long terme. Oui, juste avant de passer à la page allocation, Olivier Guilloux, on a quand même cette question, on voit que les indices sont en train de remonter partout dans le monde, mais l'ensemble des actifs grimpe, même les actifs dits refuges. On voit par exemple l'or ou les crypto-monnaies, c'est plus anecdotique, tout ce qui est Bitcoin, etc., sur lesquels se ruent les gens. Ça veut dire qu'on a à la fois une remontée de l'appétit pour le risque, mais aussi des gens qui se disent peut-être que on est à la fin d'un mouvement. Quelle est votre position par rapport à ce paradoxe, entre guillemets? Le paradoxe, il est lié à l'absence d'inflation et donc les taux réels qui restent assez faibles. Donc l'or est également une valeur refuge, un hedge contre la baisse du dollar. Donc là encore, dans notre scénario pour les prochaines semaines, ce qui va être déterminant, c'est l'évolution de la parité euro-dollar. Globalement, nous, on pense que, et en plus, sur l'aspect purement actif européen, on pense que c'est plutôt favorable sur la bourse, les bourses européennes. Et donc ça, c'est un facteur de soutien important. Ah oui, c'est vrai, donc on a une évolution assez homogène de l'ensemble des classes d'actifs, mais on voit bien qu'à l'intérieur de cette hausse, il y a une logique propre, donc ça peut être le dollar, ça peut être le niveau des taux d'intérêt, ça peut être la croissance bénéficiaire. Et bien sûr, tout est lié. Mais ce qui est marquant aussi, ce qui est frappant, c'est ce régime de volatilité très basse. Et on sait que ces régimes-là ne sont pas appelés à durer éternellement, et donc on s'attend probablement, mais ça viendra probablement par les phénomènes de change, on s'attend un peu plus de volatilité sur fin d'année. On l'a compris, c'est l'euro-dollar qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines et prochains mois. Vous restez avec nous, Olivier Guilloux. Dans une seconde, justement, on regarde du côté de l'allocation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les 3 derniers mois de l'année? À tout de suite.